Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter des monnaies numériques de banque centrale et on va bien sûr faire l'analyse habituelle sur BTC comme on fait d'habitude. C'est le week-end, donc peut-être qu'on va traîner un petit peu sur des sujets, mais bon voilà, vous avez l'habitude. Ici, on est sur BTC face au dollar en 4 heures comme d'habitude. J'en profite pour vous dire de vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord si c'est pas déjà fait. Et mettre un like, c'est super important. Mettez un like, poussez la chaîne vers le haut. Vraiment, faites-le à chaque vidéo que vous puissiez venir regarder. Sinon, c'est un petit peu du vol, donc soyez sympa. Mettez un like parce que c'est ça qui peut aider la chaîne tout simplement à avoir plus de viewers, plus de contenu, plus de temps, toutes ces choses-là. Ici, on est donc sur BTC face au dollar en 4 heures. Je le disais, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on ne perd toujours pas cette trend que j'avais montré déjà hier. Personnellement, j'étais toujours sur cette trend à chaque fois plutôt en recherche de long. Et là, on parle de day trading. Donc, on parle pas nécessairement ici de rentrer all-in et de venir faire le trade du siècle. Ici, l'idée, c'est prendre à chaque fois qu'on a une touchette sur cette trend, le mouvement vers le haut. Déplacer éventuellement son stop loss ou tout simplement avoir des niveaux, on va dire, cohérents de prise de profit et puis surfer sur chacune de ces petits rebonds sur cette trend là qui nécessairement est très propre. Donc globalement là on a deux trends, on a une trend qui nous repousse en permanence qui est en haut, vous le voyez ici, on avait fait et on reste sur la pente là de cette espèce de correction qu'on avait faite là en biseau. Ensuite, on a perdu, retesté et on est allé faire ce W en bas. On a regagné ce qui pour moi est vraiment une droite vraiment importante qui est un petit peu la droite de tendance de ce mouvement. C'est-à-dire qu'on s'enroule comme un serpent un petit peu autour d'une liane. C'est pas un support résistance, mais c'est plus la pente que ce mouvement est censé garder s'il doit garder la force qu'il a actuellement. Donc la droite orange ici, elle est très importante. D'ailleurs, on va peut-être la mettre dans une autre couleur, comme ça on la voit vraiment bien. On va la mettre en bleu. Donc ça, c'est vraiment la tendance. On la regagne ici et vous voyez qu'elle fait support également. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle fait support, encore une fois, mais c'est que le prix tente vraiment de continuer de récupérer suite à cette perte-là, de venir récupérer un petit peu ce momentum. Et il le fait en fonction de cette droite, encore une fois, en 4 heures. Je pense qu'on peut même la voir en daily, cette droite. Oui, vous voyez, c'est même une tendance daily, c'est-à-dire que vous le voyez ici, de ce point-là à ce point-là, pour le moment, on la touche. Ça veut dire que en daily, on pourrait même ici corriger au 24, que pour l'instant, ça resterait toujours un support. Donc très important cette droite, pour le moment, moi personnellement, tant qu'on ne la perd pas, j'aurais tendance à toujours chercher du long. Chercher du long, pourquoi faire? Eh bien d'abord pour venir prendre ce niveau-là, dans un premier temps bien sûr celui-ci, le niveau d'hier on va dire, et puis ensuite celui-là, et potentiellement pour un mouvement aux 27 000 $, on avait dit. 27 000 $, pourquoi? Parce qu'en matière chartiste, il se pourrait qu'on soit dans ce qu'on appelle un élargissement symétrique de sommet, qui est une figure plutôt bullish, autour des 52%, donc c'est pas une figure extrêmement fiable. Où on aurait ici, vous le voyez, une 1, 2, 3, 4, 5 rotations partielles et éventuellement après on casse vers le haut. La target la plus optimiste pour cette figure, c'est les 30 300, quelque chose comme ça, mais des bien meilleurs résultats si vous divisez la target par 2. Et là en l'occurrence ça nous donnerait 26 700, quelque chose comme ça. Ça veut pas dire qu'on va y aller sur ce mouvement-là, et c'est pour ça que quand je vous dis il y a une différence entre l'investisseur et le day trader. Le day trader, il va prendre toutes les bougies qui se présentent à lui et il va essayer d'en sortir un profit au jour le jour. L'investisseur, il va plutôt rentrer ici dans un gros swing par exemple et se dire bon j'ai une target de temps, donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait en termes de structure qui pourrait nous dire qu'effectivement on est dans le bon train? Eh bien on a ce break of structure ici, vous le voyez, on est en 4 heures, le BOS que vous voyez là, qui nous dit que le 4 heures s'est retourné, qu'on est revenu ici casser ce dernier plus haut là, donc en fait finalement la structure en 4 heures maintenant elle se présente comme suit, c'est pas très compliqué à comprendre. On a fait un nouveau plus haut, donc du coup nécessairement la structure en 4 heures a été retournée, vous le voyez également ici, là le 4 heures est vert. Ici, on a un bon alignement également entre toutes les time frames, c'est-à-dire que visiblement, j'avais pas vu ça, mais on a un break of structure également en 15 minutes. Hier, la 15 minutes, elle était plutôt baissière. Et là, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a comme break of en BOS? Eh bien, on a celui-ci.
Alors ces choses-là, vous devez les voir à l'œil nu, hein. Là, je vous les montre avec cet indicateur qui est payant, mais vous n'êtes pas obligé de payer cet indicateur. C'est des choses que normalement vous devriez voir plus ou moins à l'œil nu. Effectivement, on avait un 15 minutes qui était baissier sur toute cette zone-là, et effectivement, à ce moment-là, eh ben, on fait un nouveau plus haut. Donc ça veut dire break of structure. D'accord ? Et sur le 1 heure, on a un change of character. Vous le voyez, le CHOH, CHOCH. CHOCH qui nous dit que on va attendre que ça se régularise. Eh bien, c'est en 15 minutes. Là, je suis en 1 heure. En 1 heure, on a un CHOH, c'est celui-ci. Change of character plus, vous le voyez, effectivement, en 1 heure. Ici, on a un equal low, très intéressant. Equal low qui nous dit que c'est, on va dire, un indicateur qui va nous dire la tendance va se reverse. On a fait exactement le même prix au même endroit à peu près, et ça c'est un indicateur que la tendance change. Donc là vous voyez qu'on était baissier sur le 1 heure, on fait un equal low en 1 heure et effectivement la tendance est plus ou moins en train de s'inverser. Et voilà, on pourrait aller voir le 15 minutes, apparemment il y a un break of structure qui se trouve ici, voilà, donc du coup là c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure d'ailleurs, en 15 minutes on était baissier, il y a eu un break of structure et on repasse haussier. Les order blocks, ça dépend de la time frame que vous regardez, vous voyez qu'il y a énormément de valeur ici en 15 minutes sur la zone justement des 25 à 25,2, 40,63%. Et vous voyez qu'on en a bien sûr en dessous ici du 25%, etc. Donc comme je vous le disais, ce serait pas complètement délirant de revenir tester les 24 433 à ce stade, et même potentiellement les 24 000 comme je vous expliquais tout à l'heure également, c'est-à-dire ce plus bas là en fait. On pourrait tout à fait ici faire une structure qui serait plus ou moins du double bottom. Mais pour le moment, pour un day trader, c'est tout à fait cohérent de plutôt chercher du long sur, encore une fois, cette droite ici, qui fait très bien support jusque là. Donc du coup, moi personnellement, à chaque fois qu'on est venu au contact, j'ai plutôt cherché du long, et jusque là, ça a plutôt bien marché. Ça a notamment très bien marché ici, où on l'a pas touché pile poil, mais j'ai dit sur le Discord, regardez vers les 24 000, il y aura peut-être ici quelque chose à jouer au niveau d'un changement de structure. Ici, c'était hier, ça, le prix avait dévissé fortement, et effectivement, autour des 24 000 $, je sais plus si c'était hier, on est entre 15 minutes là, oui c'était hier. Effectivement, on est bien reparti, et là ce matin ici au contact un petit peu de la tendance, pareil, même chose, j'ai eu tendance à plutôt chercher du long. Est-ce que ça veut dire que nécessairement on va venir péter les plus hauts? Non, encore une fois, on est dans une logique de day trading ici, mais on pourrait se dire que ce break of structure là va nous emmener potentiellement vers cet order block là déjà, qui est à 25 000 $, encore une fois. L'order block suivant, on l'aura plutôt visionné en 4 heures, il est à 25 249. Est-ce que finalement la raison d'être de cette trend, c'est pas d'attaquer ce niveau? Peut-être. Ici, l'idée, c'est qu'une trend n'est pas réellement faite pour attaquer un niveau. Enfin, en day trading, on ne peut pas vraiment dire ces choses-là. On ira plutôt chercher ici un niveau qui, lui, est capable de venir attaquer un niveau également. En l'occurrence, là, on va se mettre en 4 heures pour le montrer. En l'occurrence là, sur cette analyse en particulier, c'est en fait la non-perte de cette vallée là. Vous voyez ici, il y a une vallée, d'accord? C'est la non-perte de cette vallée là qui est ici. Là, ici, on a eu soutien à la fois par la trend, c'est ce qui a créé la trend d'ailleurs, et on a eu soutien de cette vallée. Cette vallée a été protégée par un creux ascendant, et donc du coup la structure s'est modifiée pour venir éventuellement nous donner une continuation haussière. Ici l'idée c'est de jouer la continuation haussière de cette structure. La trend, c'est pas obligatoire qu'on la garde pour garder une continuation haussière. Ce qu'il est important de garder à ce stade pour pas retourner la structure, c'est ce creux là. Donc ce creux là, il se trouve à 23 868 $. On pourrait le réattaquer, d'accord? On pourrait même faire un equal low ici, c'est-à-dire venir à 23 309 faire un W, hein, tout simplement. C'est ce qu'on voit en général quand on fait des W. La trend, elle n'est pas obligatoire, mais la trend, elle nous donne une vitesse, elle nous donne un momentum, elle nous donne une manière d'envisager le fait que le prix, oui, peut potentiellement ici, à ce stade, continuer sur cette trend, continuer sur sa lancée et essayer d'aller attraper notre target qui ici est à 27,7. Première target, bien évidemment, à 25,2 et première target à 25 et deuxième target à 25,2. Voilà pour l'analyse de prix. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire de plus sur ce sujet-là. Si ce n'est que pour le moment, tant que au moins on a la pente là, tant qu'on reste sur cette pente,
pas nécessairement ici besoin d'aller chercher le short du siècle, puisque oui, effectivement, là, on a un plus haut qui est plus bas que le précédent, et il y avait un très joli short à prendre ici. Personnellement, je ne l'ai pas pris, mais c'était tout à fait intéressant de le faire, au sens où on venait de prendre la liquidité au 25 200 sur l'ancien niveau, celui qui est plus vieux, celui de janvier, non, pas janvier, celui-ci, donc août. Niveau de août, on a pris la liquidité et là, effectivement, ça avait du sens d'essayer de revenir rattaquer une vallée inférieure pour préserver potentiellement la structure. Donc, pas d'affolement tant qu'on ne perd pas ici les 23 339. Je pense que le niveau est correct, oui, c'est ça. Et puis, pas d'affolement si on perd la trend également. Ça n'est pas du tout ici un souci, potentiellement, que ça nous donnera tout simplement juste la possibilité de venir attaquer ce niveau à nouveau. Pour le moment, ça galère un petit peu, et on va se mettre en 5 minutes pour le montrer. Ça galère un petit peu, pourquoi ? Tout simplement parce que on a un niveau qui tient très bien, et il se trouve ici, et qui repousse systématiquement le prix. En l'occurrence, le niveau qui nous intéresse, il est là. Ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire, vous voyez qu'ici, on a juste méché au-dessus, on n'a pas réussi à le passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, également, je vais enlever l'indicateur ici. La deuxième chose, c'est qu'on a un deuxième niveau qui résiste plutôt pas mal et qui, lui, se trouve à peu près par ici. TradingView qui a un petit peu de mal. Qui se trouve, lui, à peu près par ici. Pareil, un pic ici qu'on n'arrive pas à attaquer. Même, on va le mettre un petit peu plus bas, puisque, en fait... Voilà, ce pic-là, il tient tout le mouvement vers le bas. Donc, si jamais on est en train de construire, par exemple, grâce à cette trend, encore une fois, un triangle ascendant. Alors, il n'est pas extrêmement propre, mais ils ne sont pas toujours pile-poil très propres. Hein. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Une résistance horizontale qui ne veut pas casser. Et derrière, des plus bas de plus en plus haut pour venir attaquer cette trend. Bien évidemment que ici, sur ce niveau-là, il va y avoir une accélération. Parce que beaucoup de stop shorters qui, bien évidemment, sont au-dessus. Ici, il est tout à fait possible que ça soit pas le scénario, c'est-à-dire que tout simplement, ce triangle ascendant soit plutôt quelque chose qui nous fasse perdre la trend, c'est-à-dire ce niveau-là aura gagné contre les attaques successives provoquées par des plus hauts de plus en plus hauts, donc provoquées par les creux qui nous ont donné cette trend de manière à attaquer ce niveau. Voilà, c'est tout simple, c'est pas très compliqué. À ce stade-là, vous voyez qu'on revient sur la trend, donc ça peut commencer à être des points intéressants. Vous voyez également qu'on peut, et là on est en 5 minutes, aller dessous, l'essentiel étant de ne pas perdre ce niveau avec une clôture 4 heures entière, une bougie entière en dessous de ce niveau. Donc ça, c'est vraiment de la pure price action. Je mets en pause une petite seconde. Ok, je remets en enregistrement parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir ce type d'analyse et de conclusion qui est vraiment d'une minute, mais qui pour le coup peut peut-être vous intéresser. Là actuellement sur le 1 minute, vous voyez qu'on est plus ou moins dans une tendance haussière, d'accord ? Ce qu'on va dire en day trading, c'est que dans tous les cas, il n'y a aucun intérêt à rentrer dans cette structure si jamais on ne reste pas haussier. Donc ce qu'on va regarder, c'est déjà cette trend-là que je vous ai mis en 1 minute. Vous voyez qu'elle correspond plus ou moins à une plus grosse 1 heure, et là on a une 4 heures. D'une certaine manière, la question qu'on peut se poser ici, et moi pour l'instant je ne suis pas rentré dans ce trade, mais c'est vraiment la question ici qu'on doit se poser, je pense, c'est d'une manière, quel est le creux qui n'a pas été attaqué et qui est le plus pertinent pour rentrer. On va appeler ça le niveau le plus avare, entre guillemets. Et là, je me base beaucoup sur un analyse qui s'appelle Cotton Candy. Et si jamais ce type d'analyse vous intéresse, personnellement, moi, je me suis mis dessus il y a de ça quelques semaines. Et sincèrement, j'aime vraiment bien la manière d'appréhender les choses. En fait, ça mixe pas mal de choses, mais surtout de la price action. Mais ça mixe vraiment pas mal de choses au sens où c'est déjà des choses que je faisais intuitivement, mais là on met des mots plus ou moins sur la manière de faire. Ici, on a un creux qui n'a pas été attaqué depuis. Vous voyez qu'ici, il n'a jamais été retesté comme ça. Donc ça, c'est le niveau, entre guillemets, sur lequel on préserve la tendance, puisque vous le voyez ici, ce creux-là, par contre, il a été testé. Là, ce creux-là, il a été testé ici. Là, on a testé ce creux-là. C'est ça qui fait qu'on monte. On a un effet d'échelle, comme une échelle qui monte. Donc, du coup, aucun intérêt à rentrer dans cette structure sous ce niveau-là, puisqu'on remettrait en cause la structure 1 minute. Et nous, ce qu'on cherche, c'est du long.
Donc le niveau le plus avare ici, il serait de rentrer sur ce niveau-là, qui est le creux qui est là. Et c'est même pas finalement le creux qui est ici, c'est même le creux que vous allez trouver dans ce tout petit creux-là, puisque lui a protégé le creux précédent. Je vais vous montrer ici. Ce creux-là, là, il a été testé par celui-là, ok. Et celui-là n'a jamais été retesté par... Il n'y a aucun moment où la bougie vient vraiment vérifier que ce creux-là, il tient. Donc, en investissant sur ce creux-là, vous préservez la structure, d'accord? Vous restez sur la trend, plus ou moins, et vous avez plus ou moins un niveau qui préserve l'échelle, qui préserve votre niveau. Il ne faut pas investir sur une trend, il faut vraiment ici jouer un niveau. Donc là, en l'occurrence, il est au 24 607 $. Il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser à ce stade, qui est déjà, pour l'instant, vous le voyez là sur la descente, je suis pas encore rentré dans ce mouvement, mais je vous fais part ici de l'analyse et on fera le sujet sur les CBDCs, sur les monnaies de banque centrale demain, c'est pas grave. Ici, vous le voyez, ce creux-là vient d'être testé à l'instant, là, d'accord, il n'avait pas été testé, et pour l'instant, il a tenu. Donc, en l'occurrence, en chartisme, même si on remet ça sur du chartisme, la question c'est finalement est-ce qu'on va chercher mon niveau le plus avare qui est ici, c'est-à-dire tout simplement faire un flag, et vous le voyez, le flag je vous l'ai mis là, comme ça. Donc là, c'est vraiment, ça fait appel à la créativité. Qu'est-ce que va faire le prix maintenant, etc. Voilà, ça fait appel à des tas de choses que vous pouvez, dans votre esprit, mettre en avant, mais parfois, et assez souvent même, ça permet de toucher des niveaux à quelques dollars près, donc de rentrer avec des forts leviers, ce qui nous intéresse bien évidemment en trading, et ça sur les niveaux les plus consistants, les plus intéressants. Donc est-ce qu'on fait un flag ou est-ce qu'on fait tout simplement, vous le voyez ici, à nouveau, une figure que Bitcoin aime beaucoup en ce moment, un triangle ascendant, c'est-à-dire est-ce qu'on revient se casser la tête une fois ou deux sur ce niveau-là, et finalement est-ce qu'il y a pas beaucoup de longues sur ce mouvement en termes de liquidité, et donc du coup, est-ce qu'on n'accepte pas ici de revenir réenclencher du short sur ce niveau précédent pour ensuite venir allègrement le casser? Donc, ici, ça vous permet de voir assez tôt l'évolution des structures. Ici, vous le voyez que j'ai mis cette droite. Maintenant, elle n'a plus vraiment lieu d'être en 1 minute, puisqu'on aurait plutôt quelque chose comme ceci. D'accord? En termes de ligne de descente, on serait peut-être même sur quelque chose comme ça. Et la question ici, c'est... Donc du coup, je vous ai préparé le flag là, et vous voyez qu'il croise pas mal avec la ligne de tendance que moi, je veux préserver. D'accord? C'est pas vraiment ici, je vais pas investir sur la ligne de tendance, je vais investir encore une fois sur ce niveau-là. L'endroit le plus avare, il consiste à rentrer là. Si jamais je rate ce trade, ben c'est pas grave, je serai pas dans ce trade et puis ça fait rien. Si jamais je ne rate pas ce trade, et bien du coup à ce moment-là, je serai rentré sur le niveau le plus consistant, qui me dit que la tendance en 1 minute haussière est préservée, qui me dit que ce niveau-là a pour volonté d'attaquer celui-là, tout simplement, la préservation de ce niveau-là, et en fait tout ça, finalement, le fameux flag, en l'occurrence, ça reste quelque part du bruit, le même bruit qu'on avait eu ici, et le même bruit qu'on avait eu ici, puisque en 1 minute, encore une fois, on a retourné la tendance ici, d'accord? On a retourné la tendance en 1 minute ici, et c'est là qu'on a commencé à faire cet effet d'échelle vers le haut. Donc, là, vous voyez qu'on a peut-être des confirmations. On pourrait ici, par exemple, se dire, bon, je vais prendre cette ligne de tendance-là. Est-ce que vraiment elle est perdue? Du coup, ça voudra dire qu'on ne va pas aller dans cette histoire de, justement, triangle ascendant, ou en tout cas que c'est pas la bonne pente. Si jamais on doit le faire, on le fera plus bas, et ainsi de suite. Donc là, toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que, déjà, qu'on va mettre maintenant plutôt comme ceci, cette ligne de tendance-là, elle va tenir. Est-ce qu'on va vraiment venir essayer d'attaquer ce creux-là qui n'avait pas été testé et qui est un des seuls dans la tendance d'ailleurs qui n'a pas vraiment été testé, hein. Vous pouvez le voir, ici on a attaqué en haut, mais on l'a attaqué celui-ci. Donc ça, c'est clean. Peut-être ici, on a un niveau également, mais vous comprenez que ça remet en cause la tendance, donc on n'a pas vraiment intérêt. À partir du moment où on perd le niveau qui est là, il n'y a pas d'intérêt... final à rentrer là-dedans. Enfin, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où si, ça serait un double bottom, mais c'est pas du tout ce sur quoi on est en train d'essayer de rentrer. Nous, on est en train d'essayer de surfer là-dessus et de le prendre au niveau le plus avare possible. C'est-à-dire sur ce niveau-là, le dernier non testé, et également tout en préservant la trend. Ici, l'idée également, c'est que la trend...
La trend, on peut mécher dessous, c'est pas du tout un problème. En 1 minute, tant qu'on ne clôture pas dessous, comme ça avait été fait par exemple ici, et là la mèche elle peut aller beaucoup plus bas. Donc là en l'occurrence pour moi, le niveau cohérent pour rentrer le plus avare ici, sur ce mouvement-là, il est quelque part entre cette droite bleue et cette droite verte. Donc on va voir au courant de la vidéo, c'est pas grave si j'ai pas ce trade, voilà, on va continuer la vidéo ici, et on va voir tout au long de la vidéo, et ben peut-être est-ce qu'on vient tester ce niveau-là, ou alors est-ce qu'on préserve tout simplement ça, et est-ce qu'on fait plutôt ici un triangle ascendant, auquel cas j'aurais pas eu mon trade, mais rien de dramatique à ça. Des trades, il y en a tous les jours, il y en a il y en a on a je sais pas combien d'assets sur lesquels on peut rentrer ici, donc voilà. Mais du coup, pendant que je faisais l'analyse ici, je me suis dit bah tiens, je vais leur montrer plus ou moins l'idée sur la technique de la price action, qui est tout simplement, on préserve la tendance, on investit sur le niveau le plus avare possible pour rentrer éventuellement sur cette tendance là, avec bien évidemment ici un risque maîtrisé. En l'occurrence, moi, en général, quand je rentre sur ce type de niveau, où vous voyez qu'on n'a pas... vous voyez, là, vous pourriez faire ça, dire 0,28. 0,28%, c'est bien. Ça veut dire que si vous êtes en levier x10, vous prenez un risque qui sera de l'ordre de 3%. Un petit peu plus avec les frais, ou alors vous pouvez tout simplement vous dire bon ben moi je considère que ce creux là est là pour protéger celui-là. À partir du moment où on le perd, ça veut dire qu'on va attaquer cette jambe là. Je joue pas le double bottom entre guillemets, et moi c'est plutôt mon cas, et je vais plutôt avoir tendance à prendre du risque autour de 0,10, c'est-à-dire 1% en levier x10. En général, je pratique en général du levier 10, parce que ça me donne cette latitude, ça me donne des bons gains, et en même temps, ça me donne la possibilité de faire des entrées à 1% sans vraiment trop de soucis. Donc, en l'occurrence, là, on aurait un trade avec entrée à 24,608, stop loss à 24,583, donc un delta autour de 20$. Si on attaque vraiment ce creux en bas, là, peut-être un risque à 0,12, donc 1,2% plus les frais. Les frais, c'est quoi? Bah, c'est les frais de funding, et c'est bien évidemment potentiellement, si votre stop loss est pris les frais d'avoir été pris market. Vous voyez que là, pour le moment aussi, bon, le prix est en train de nous dire j'ai bien envie de garder cette trend là. Pour le moment, hein, c'est plus ou moins le signal qu'il nous donne. Si jamais il casse, bien évidemment, cette trend là, et là, vous voyez que c'est des histoires de compression du prix, etc. Et donc, du coup, ça vous permet tout simplement d'avoir une très très bonne vision de ce qu'il est en train de se passer, c'est-à-dire pour le moment on repousse sur celle-là, et pour le moment on tient sur celle-là. Donc à partir du moment où j'aurai une réponse soit haussière soit baissière, je pourrais décider de modifier mes points d'entrée. Encore une fois, et j'en ai déjà parlé auparavant sur la chaîne, tout est une question d'avarice. Ici on rentre sur le niveau que je considère moi comme étant le plus avare, et de balance entre l'avarice et l'opportunisme. Par exemple ici, on sait que à un moment donné, par exemple si le prix fait plutôt ce triangle par exemple, et qu'on casse ce niveau-là, l'entrée, ça sera une entrée totalement opportuniste. Elle ne sera pas du tout avare. Et le concept ici, c'est d'avoir quand même ici des entrées qui sont le plus bas possible pour attaquer. Ce qu'on veut attaquer, c'est ça. Hein. Concrètement, on sait que quand ça va casser, ça va s'accélérer. Et si ça casse et que ça s'accélère, on sait que le but, ça va être de venir péter celui-là, le hold level que je vous avais présenté avant, qui lui-même a été un problème par le passé et a repoussé le prix, d'accord ? Si on arrive à casser ces deux niveaux-là, on aura une accélération haussière assez importante, puisqu'on sait qu'il y a du stop shorter ici sur cette zone, et il y a du stop shorter sur cette zone. Depuis qu'on a fait ici, là on est venu en chercher une partie, hein, là ça a même bien méché, donc c'est bien, mais vous comprenez que quand même on a des gens qui sont garés ici au-dessus de ce point-là. Pour le moment, ce point tient très bien, l'attaque ici n'a pas fonctionné, donc pour le moment, le but, c'est de se dire, est-ce que cette tendance haussière-là n'a pas pour fonctionnalité d'attaquer définitivement ce niveau et de me fournir l'accélération haussière que je recherche, c'est-à-dire un trade très lucratif et rapide, d'accord ?
Après, derrière, vos niveaux de profit, bah, ça peut être, on échoue, par exemple sur le dernier pic non testé ici à ce stade, ou le dernier pic déjà testé qui est censé tenir, comme celui-là avait tenu, vous le voyez ici, là on avait un pic, c'était celui-là. Ce pic a repoussé le prix une première fois, il l'a repoussé une deuxième fois, et il l'a repoussé une troisième fois. Hein. Vous comprenez que là, on parle des mêmes pics. Donc je trouve intéressant ici de dire, et auparavant, vous voyez que là on avait pété celui-là, ce sommet-là avait été protégé une fois, 2 fois, 3 fois, et on peut mettre celle-là dans l'eau, admettons, 4 fois. Donc là, quand on a cassé, ça a accéléré, mais ça n'a pas réussi à péter celui-là. Donc le prochain niveau à casser, c'est celui-là. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que c'est des concepts ici que ça vous... C'est des choses qui sont plaisantes à regarder pour vous. Si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Mais cette idée un peu de day trading et surtout de price action, et ça fait appel à énormément de créativité. Hein, encore une fois, énormément de créativité. Vous avez des niveaux, vous avez des trends, vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser, on va dire, le concept. Mais ça fait appel à beaucoup de créativité. Et encore une fois, avec ici, vous le voyez, donc on envisage que, et je vous parlais de la météo la dernière fois, la météo, c'est de dire, il va faire le même temps qu'hier. Il y a énormément de chances qu'aujourd'hui, il fasse exactement le même temps qu'hier. Mais la météo, elle consiste à dire également, eh ben, j'envoie des cartes satellites, je sais où sont les anticyclones, etc., pour gagner le tout petit delta qui vous permet tout simplement de dire il ne va pas d'avoir une vision plus précise de ce que peut donner eh bien le temps entre le temps qu'il a fait hier et le temps qu'il a fait aujourd'hui. Là, on va rester sur ce niveau. J'ai pas ouvert le trade pour le moment. Peut-être qu'on l'ouvrira pendant la vidéo si jamais je le vois. On pourrait mettre ici une alerte autour des... On va même la mettre un petit peu avant. Là, on saura à ce niveau-là qu'effectivement, on est dans le bon scénario. C'est-à-dire que le triangle est perdu et que du coup, on va plutôt vers un flag. Pour le moment, si on va regarder un peu sur la liquidité, moi, j'aime bien regarder aussi. Vous voyez que on est plutôt shorté sur la figure. Là, c'est normal qu'on ait corrigé un petit peu du long. Donc, effectivement, bon, là, ça descend fort. Mais c'est plutôt normal à ce stade qu'on ait corrigé du long. Mais sur la figure ici, qui, on va dire, est plutôt une figure montante. Donc ça, c'est une confirmation, on va dire. Normalement, en price action, on n'utilise pas ce type de confirmation. Moi, j'aime bien les utiliser parce que je fonctionne comme ça. Ici, j'ai un prix qui monte, ici, j'ai un open interest qui monte, mais par contre, j'ai une divergence avec le funding qui est en train de descendre, d'accord? Donc ça veut dire, et c'est pour ça que le mouvement s'est retourné, d'ailleurs, hein, vous le voyez ici, dans la cuvette que je vous montrais tout à l'heure, le mouvement s'est retourné tout simplement parce qu'à un moment donné, il commençait à ne pas accepter qu'il y ait de plus en plus de short. Et là, ça continue, c'est-à-dire le mouvement continue plus ou moins à s'auto-alimenter en short, donc on va dire que c'est plutôt encourageant pour se dire que oui, le long est la direction inverse de la majorité et que donc du coup ici vous êtes dans l'équipe plus ou moins des market makers. Ici pareil, cette analyse là et surtout cette chute forte du funding, elle est en train de me dire un petit peu peut-être que d'une certaine manière il existe une possibilité qu'en fait on triangulise ici plutôt que parce qu'on n'a pas tellement de stop shorter à venir chercher en dessous. Le but de stop longer, pardon. Le but d'un flag, ça serait plutôt de venir chercher des stop longueurs. Donc on va voir ce que ça dit. Pour le moment, on va rester sur le niveau le plus avare. On va voir si cette résistance, parce que de toute façon, même si on avait un flag, en général, on a 5 vagues dans un flag. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'est pas du tout mûr pour casser. Donc on aura peut-être ici une petite tentative à pouvoir faire là à ce stade. Ici, on verra que de toute façon, le flag est plus ou moins perdu si jamais on a cassé eh bien, cette ligne ici qui est censée résister pour le moment. Donc, à ce stade-là, et notamment là on le voit sur la trend que je vous ai dessinée tout à l'heure, on voit que c'est plus ou moins celle-ci qui est en train de tenir, donc ça nous donne des early signals comme quoi peut-être qu'on va être effectivement plus dans un triangle que dans un flag, et donc du coup ça peut nous dire, bon ben voilà, c'est une analyse en 1 minute, mais vous pouvez la faire en daily.
Vous pouvez utiliser ces concepts-là pour du swing. C'est vraiment uniquement ici de la price action. Moi, j'y ajoute un petit peu de liquidité parce que j'aime bien ça, et puis parce que ça me donne un petit edge en plus, quoi. Voilà, pour éventuellement pouvoir dire que j'ai le petit truc en plus qui me dit où va aller la figure. Mais voilà, j'espère que ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, parce que du coup là, on vient de faire 30 minutes là-dessus, alors que peut-être que c'est pas du tout votre intérêt. Ça vous intéresse pas du tout de comprendre ce genre de choses-là. Vous comprenez également que ça fait appel à énormément de créativité, ça fait appel à pas mal de choses, ça fait appel aussi à effectivement regarder le prix en permanence et avoir plus ou moins une idée de là où il peut aller. Après, ça n'empêche pas, et moi c'est ce que j'aime aussi dans le day trading, c'est que en général, quand vous allez vous coucher, vous avez clôturé une bonne partie de vos positions. Et donc du coup, ça enlève aussi pas mal de stress au quotidien, que tout simplement, bon après vous avez des trades qui se transforment en swing, vous avez des trades qui sont censés durer assez peu de temps et qui finalement se retrouvent à durer plusieurs jours, mais en l'occurrence, voilà, je voulais ici vous faire du coup un petit peu de price action, on en fait de plus en plus, et encore une fois, il faut que vous me disiez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous branche ou pas. Les news, on est le week-end, donc il n'y a pas grand-chose, je pense, en ce moment. J'ai déjà fait un peu le tri. Une bull market cross, bon ça on s'en fout un petit peu. Ici, apparemment, une firme qui aurait récupéré 1,28 milliard sur l'écosystème Luna, et apparemment c'est une allégation de la SEC. Je crois qu'il y a une autre allégation de la SEC également sur Do Kwon qui nous dit que potentiellement il s'est barré avec 10 000 bitcoins qui auraient été changés en Suisse après contre des dollars. Donc à l'époque bitcoin il devait être à 15-20 000, donc ça fait 20 millions, non 200 millions 20 millions 20 millions, et voilà, on va voir si effectivement ça se met sur les... si effectivement ces allégations sont vraies. Ah, ici, intéressant, ça me paraissait important de vous en parler. Alors, c'est pas encore en Europe pour le moment, vous le voyez sur la map, c'est un malware qui est plutôt dirigé vers Royaume-Uni et toutes ces choses-là, mais vous le voyez que les infections commencent. Alors, faites attention à ça. Apparemment, ce malware, il se met sur votre ordinateur, et en fait, quand vous faites un copier-coller sur une adresse crypto, il est capable de reconnaître les adresses crypto, et en fait, il vient infecter votre notepad, enfin votre clipboard, celui qui vous permet de faire des copier-coller, et au moment où vous collez la fameuse adresse pour faire un transfert, en fait il le modifie par une adresse qui appartient au hacker. Donc vérifiez bien les derniers chiffres de vos adresses, vérifiez bien vos adresses dans leur ensemble au moment où vous faites ce genre de copier-coller, parce qu'il est possible que cette infection devienne un peu plus générale. Là je vous en parle parce qu'apparemment c'est plus États-Unis, vous le voyez, Royaume-Uni, Alaska bizarrement, et Émirats Arabes Unis, je suppose, non, c'est plus haut, Turquie. Mais mieux vaut en parler maintenant que juste tout simplement. Apparemment, des logiciels comme Malwarebytes, comme celui-ci là, vous permettre de trouver, enfin sur Mac c'est Malwarebytes, sur PC je sais pas, mais vous permettent, enfin maintenant sont capables de détecter ce type de virus. Ici une saisie pour du Axie apparemment, ici quelque chose sur le marché de l'emploi. Ici, la semaine prochaine, puisqu'on est samedi, on va en parler, mais on a déjà parlé de pas mal de choses autour de ça. On aura le PMI, donc le Producer Manufacturing Index. C'est un index qui nous permet de voir un petit peu où va l'économie, mais un peu plus tard, donc ça on suivra. On aura les minutes de la Fed, donc les retranscriptions écrites du meeting de la Fed, ça sera pour mercredi. On aura la 4e révision du PIB, c'est-à-dire qu'à chaque fois le PIB, là vous le voyez, il était à 2,9. Et il y a toujours des révisions en fonction des chiffres qui sortent, etc. Donc ça, on aura une manière un peu plus précise de savoir où il est. Et surtout, plus important, vendredi, on aura le PCE, qui est la manière qu'a la Fed de calculer tout simplement l'inflation. Donc là, pour le coup, ça sera une donnée relativement importante. Ici, on voit sur MarketWatch que et ça c'était en janvier, je sais plus quel jour c'était, mais on a un record au niveau des retail investors, c'est-à-dire que les investisseurs qu'on va qualifier de particuliers n'ont jamais autant investi dans la bourse
que depuis GameStop, toutes ces choses-là, quoi. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas. Vous le voyez, les inflows en daily ici en janvier. Je sais pas si c'est sur tout le mois de janvier ou si c'est sur un jour en particulier. Je pense que c'est sur tout le mois de janvier, visiblement, apparemment, à partir de ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. En tout cas, on avait vu qu'ils avaient plutôt eu du nez au moment où on avait eu GameStop, etc. et qu'ils étaient plutôt dans le bon sens. Est-ce qu'ils sont en train de se faire distribuer dans les gencives par les gros? Ça, c'est une possibilité aussi. C'est-à-dire qu'on est sur un bear market rally et en fait, ils achètent, on les retrouve à acheter tout ce qu'il y a. Personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est un peu... Ça serait un peu contre-tendance. Au sens que devenez sophrologue, j'adore la pub parce que je suis vraiment le dernier mec à qui vous pouvez vous demander d'essayer ce genre de choses. Mais est-ce que ici il pourrait se faire distribuer dans les gencives? Eh ben pour moi les narrations sont tellement mauvaises en ce moment que j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est plutôt un rallye entre guillemets contre-tendance. Alors soit les investisseurs particuliers veulent y croire, ils sont plus optimistes que le marché lui-même, et donc finalement on a des institutions qui potentiellement restent un petit peu à l'écart sur fond d'inversion de la courbe des taux, ce genre de choses, etc. Toutes ces choses qui nous disent attention, il va y avoir une récession et elle va pas être relativement sympa, elle va plutôt être violente. Mais en tout cas, vous le voyez ici, les investisseurs particuliers, ça me paraissait suffisamment intéressant pour vous le montrer, qui hit un nouveau record de 1,5 milliard par jour en ce moment et sur le mois de janvier notamment. Les liquidations. Hier, on a liquidé 83 millions, la moitié sur Bitcoin et très peu sur Ethereum. Beaucoup d'open interest en ce moment sur Bitcoin. En tout cas, cette semaine, je trouve que c'est plutôt le cas. Le carnet d'ordre, on va pas le faire aujourd'hui. On l'a fait hier et on l'a fait de manière plutôt anticipée. Ici, comme je vous l'ai dit, on est plutôt shorté sur la dernière figure. Je vous ferai les niveaux demain pour vraiment vous montrer où je pense que on en est sur les niveaux à prendre. Vous voyez que c'était plutôt propre ici avec liquidation dans les deux sens. Liquidation en bas de ce niveau-là, liquidation en haut de celui-ci. Donc voilà de ce côté-là. Chose intéressante, on a des spreads qui restent positifs depuis un certain temps, et y compris ce week-end, donc ça c'est intéressant aussi. On va aller regarder, tiens, si sur Glassnode, les petites adresses sont fortement accumulatrices par rapport aux grosses. Puisque... je rebondis là, en même temps je réfléchissais sur... Là vous voyez qu'on est plutôt en période de distribution en ce moment, hein. Le Accumulation Trend Score il n'est pas extrêmement haut, mais ce que je voudrais regarder c'est est-ce que les... alors vous voyez que les 10 000 bitcoins sont quand même plutôt accumulateurs ici. 15 février on va prendre les derniers niveaux, comme ça au moins voilà. Donc 17 février, oui, on est quand même plutôt positionné à la distribution sur cette hausse. Vous le voyez là, la grande hausse, on a un peu distribué. Ici, on a un peu réaccumulé et on est un peu latéral en ce moment et on distribue un petit peu sur la dernière montée. Ça, c'était pour les 10 000. Je rebondissais sur l'article, en fait, du coup, pour éventuellement voilà, dire qu'est-ce qui se passe exactement. Les 1000 bitcoins qui sont très fortement à la distribution en ce moment. On avait eu ici cette énorme poussée des 1000 bitcoins qui correspondait à peu près à la guerre en Ukraine. Ça, pour moi, c'est la bougie des oligarches russes qui, tout d'un coup, transforment, on va dire, leur réserve potentiellement de dollars puisqu'on est là, vous le voyez, le 26 février, qui transforment tous d'un coup. Alors, il y en a peut-être qu'un seul qui l'a fait, hein, même, on sait pas ici, voilà. Mais on passe ici, vous le voyez, de 2100 à tout de suite, on prend 100 adresses d'un coup. Et vous voyez qu'ils ont perdu une partie de leur valeur quand même, hein, et c'était une accumulation autour de 43-44 000 $. Ils ont potentiellement ici perdu 70% de la valeur sur ce domaine-là. Mais par contre, on sait que c'est potentiellement des gens qui ont peut-être soit redistribué par la suite sur la descente, c'est possible. Quand ça s'est un petit peu calmé au niveau des possibilités pour les Russes d'utiliser le Swift, etc. Ici, les 100 bitcoins qui avaient énormément accumulé pendant le W, donc très très bien senti ici de leur côté, et qui là sont à la latéralisation de distribution sur le mouvement haussier. Et les 10 bitcoins, alors on est en accumulation tout le long, en fait, depuis
42 000 dollars, les 10 bitcoins accumulent. Voilà, ça c'est vraiment la trend, elle est ultra propre. Ça s'est calmé au niveau de l'accumulation, par contre, on latéralise un petit peu depuis, vous le voyez, le rebond là qu'on a fait au mois de janvier, 50 et quelques %. Même chose au niveau des 1 bitcoin, énorme accumulation pendant cette période ici, là. Donc là, on a eu une forte accumulation par quasiment toutes les cohortes. Et là, ils sont pas vendeurs, mais on latéralise sur le nombre d'adresses à 1 bitcoin. Donc oui, potentiellement, peut-être un petit peu une distribution des gros sur les petits actuellement. Ça n'a pas toujours été un signal nécessairement vendeur. Je regarde sur Ethereum. Ethereum, on a largement augmenté les 1000 bitcoins ici et on est en train de distribuer sur la montée également. Ethereum sur les 10 000. On est sur une accumulation distribution ici, là on a bien vendu, ici réaccumulation sur la montée, distribution sur la descente, ici très forte réaccumulation sur le W weekly qu'on avait eu ici en bas, et depuis assez forte distribution, et là depuis quelques temps réaccumulation depuis qu'Ethereum avait touché les 1210 dollars. Et là c'est les 10 000 bitcoins qu'on regardait. Les 10 000 Ethereum, pardon. Sans Ethereum, forte accumulation sur la descente, forte accumulation pendant le W et distribution constante sur la montée. 10 Bitcoin, 10 Ethereum, pardon, accumulation tout le temps, latéralisation depuis qu'on a augmenté. Un Ethereum, constante accumulation, énormément sur le W weekly, légère distribution sur la première montée, réaccumulation sur la descente et latéralisation depuis, donc pas vraiment de vente de leur côté. Donc ça, effectivement, ça peut nous dire que oui, on est un petit peu peut-être sur le même mouvement en janvier que sur le marché action sur Bitcoin, Ethereum. On va faire maintenant iBlock Capital, c'est-à-dire tout ce qui est poche de liquidité. Et puis on va conclure. Poche de liquidité, beaucoup plus de longueur que de shorter en ce moment, sur les 5 derniers jours notamment. Notamment, le mouvement s'est vraiment inscrit ici autour des 22 000 dollars, quand on avait retouché ici les 22. Et vous voyez que on a eu pas mal de longues sur ce mouvement, sur la montée. Ensuite, on en a corrigé une bonne partie. Et là, on commence à avoir du short un petit peu au-dessus. Mais là, de ce côté-là, les poches de liquidité, on va dire, sur les 5 derniers jours, ça appellerait plutôt à un gros dump. Et sur Ether, on avait beaucoup de monde ici, on en a corrigé une partie, voilà, on n'est pas shorté outre mesure près du prix hein, sur cette latéralisation là, plus ou moins de ce week-end. Vous le voyez, il n'y a pas de short énorme, ni de long énorme, très peu de positions, donc peut-être que ici, en ce moment, c'est plutôt les investisseurs, on va dire, institutionnels que les investisseurs privés qui sont positionnés, puisque en levier, en tout cas, on n'a pas beaucoup de monde ce week-end. La 12 heures sur Bitcoin, beaucoup de monde à 22,3, pas mal de monde à 24, donc attention à ça aussi. Un petit peu de monde à prendre dans le jaune, au-dessus des 25 200, et un tout petit peu de monde à prendre sur ma fameuse target des 27K. Il se pourrait ici qu'on reste dans la zone aussi un petit moment, hein, c'est possible, hein, vraiment qu'on ait une semaine un peu calme pendant un certain temps, c'est tout à fait possible, avant de choisir une direction. La 7 jours qui a plutôt bien joué jusque-là, eh ben, c'est 21 000 si on doit dump et c'est 26 000 si on doit augmenter. On va regarder la 1 mois, même si j'y crois pas beaucoup. Sur la 1 mois, on a encore quelque chose à prendre au-dessus des 25-26 000 également, une petite poche autour des 27 700 et énormément de monde calé autour des entre 20 000 et 21 000 dollars pour le coup sur la 1 mois. Donc on va faire la conclusion, désolé j'ai pas fait Ether aujourd'hui mais c'est pas grave. Bah là on revient sur le prix, bon vous voyez que peut-être que c'est plus ou moins l'idée d'un flag qui se met en place plus que l'idée d'un triangle, hein. Vous voyez ici qu'on a légèrement dévissé, on a plutôt donné priorité à la trend baissière que je vous montrais là plutôt que à celle-ci. La trend haussière, donc du coup on va voir ici comment ça se comporte. On pourrait très bien ici avoir également une pente très douce pour un très long triangle, mais comprenez bien qu'il devrait y avoir théoriquement potentiellement une accélération du prix si jamais eh bien, à un moment donné on reprend. Ici c'est pareil, au plus on dégage dans le temps vers le côté, je vais vous enlever ça.
Au plus, finalement, ça demandera une énorme perte de cette trend. Vous voyez que tout à l'heure, on était peut-être par ici. Une énorme mèche sous cette trend pour venir chercher mon fameux niveau. Ce niveau-là a été testé et pour le moment, c'est lui qui hold tout le mouvement. Vous le voyez ici, c'est ce creux-là, là, ici. Vous le voyez, pour faire un creux en 1 minute, vous avez besoin d'une bougie de distribution et puis ensuite réaccumulation, ça c'est un creux. Et vous le voyez que pour le moment, c'est ce niveau qui hold très bien. Donc là, on a peut-être un range qui est en train de se mettre en place également. Donc troisième possibilité, c'est-à-dire quelque chose qui va nous donner un certain temps, quelque chose comme ça. Et puis après, le prix décidera s'il sort de ce range par le haut ou s'il sort de ce range par le bas. Ou une flat, vous voyez, A, B, C, et là on repart. C'est possible. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo encore longue et on a fait que de la price action aujourd'hui. On n'a finalement pas fait le sujet des CBDCs. J'ai presque envie de le traiter parce que je l'avais préparé, il était là, il était intéressant. Voilà, pour ceux qui sont encore là, on va le faire parce que finalement, pourquoi pas. Donc ça va être probablement la vidéo la plus longue de la chaîne, mais c'est pas grave, on est là-dedans, donc c'est bien. Alors, sur les monnaies numériques de banque centrale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des rapports qui ont été sortis par la Fed sur leur avis par rapport à ces monnaies-là. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça peut mettre, et ça c'est le plus important, le système bancaire dans sa globalité en géopardie, lui causer des problèmes ou pas? Donc principalement ici, ce qu'on va regarder, c'est plus ou moins ce fameux rapport de la Fed qui était sorti il y a assez longtemps maintenant, en janvier, mais c'était le premier papier qui posait sur la table quelles peuvent être éventuellement les possibilités par rapport au fait de créer une monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Et en l'occurrence, là, ce qu'on nous dit dans ce papier, c'est que le monde américain a envie de passer effectivement aux CBDCs. Ils ont envie de commencer à se poser les questions et les problèmes de savoir comment ça peut être possible et quels sont les risques que ça pourrait invoquer. Et principalement, et on va pas traiter ce sujet pendant trop longtemps, mais principalement, ce qu'on peut voir, c'est que pour eux, le principal problème, c'est que vous avez diverses formes de monnaie. Et notamment, vous avez la monnaie de banque centrale et ensuite la monnaie qu'on va appeler la monnaie commerciale, la monnaie des banques commerciales. Cette monnaie des banques commerciales, elle est empruntée par les banques commerciales à la banque centrale. Et puis ensuite, c'est elle que vous utilisez tous les jours, etc. Mais vous n'avez à ce jour aucun lien direct avec votre banque centrale. Le système est fait d'une manière à ce que vous ne pouvez pas ici venir et dire à la banque centrale je veux ouvrir un compte. Vous devez passer par un intermédiaire, telle une banque, pour avoir cet argent-là. Et tout ce papier, toute cette réflexion, elle s'articule autour de cette thématique-là. Pourquoi ça? Parce que ici, et d'une certaine manière, et c'est très important de le comprendre, le problème qu'ont les États-Unis à lancer une monnaie numérique de banque centrale, ça serait que vous supprimez les intermédiaires, en effet, puisque cette monnaie, elle va être directement disponible de manière digitale chez vous. Donc en fait, c'est de mettre en danger le système commercial tout simplement des banques. Tout ça leur paraît extrêmement intéressant, ça paraît super pour les consommateurs, etc. Il y a beaucoup de gens, ils disent qu'ils n'ont pas de banque, et ça peut être vraiment super pour eux de toucher leur salaire, ce genre de choses, en monnaie numérique de banque centrale, payer leurs impôts, etc. Bien entendu, dans l'idée d'une disparition du cash, comprenez bien que ça intéresse énormément les pouvoirs publics, et bien d'avoir cette possibilité de vous prélever directement sur un wallet, et on l'a vu, il y a déjà des formes de contrats Ethereum qui sont plus ou moins là-dessus, qui sont en fait... Où vous avez cette nouvelle possibilité de dire j'ai signé un contrat avec tel acteur, un smart contract, par exemple EDF, on va prendre l'exemple d'EDF, et j'autorise EDF à me prélever une partie de ma crypto, un petit peu comme en fait le prélèvement automatique qu'on a nous directement sur les banques, sauf que là vous êtes exempt d'un tiers de confiance qui est votre banque qui valide le prélèvement automatique et tout simplement ça se fait via le code. Donc ici, vous comprenez que ça pose des questions aussi de protection de la propriété privée, enfin de protection de vos données.
et également bien entendu de vérification d'identité, puisqu'il va falloir que effectivement à un moment donné ces monnaies numériques de banque centrale puissent éviter tout simplement le blanchiment d'argent. Et il faut comprendre ici que tout ce qui est mis sur la table, c'est vraiment à l'ancienne, ici sur toutes les cryptos, et tout ce qui est dit vraiment dans ce rapport. Vous le voyez ici, ça améliorerait les paiements transfrontaliers, et ça permettrait également de continuer à supporter le rôle international du dollar, puisque effectivement, tout simplement, ça ne bénéficierait pas nécessairement aux banques, mais par contre, ça intéresse pas mal la Banque centrale, parce que ça peut, pour le coup, continuer d'avoir cette hégémonie du dollar sur les transactions financières dans le monde. Pareil, promouvoir l'identité financière et l'inclusion financière des ménages. Donner au public la forme d'accès à la monnaie la plus sûre, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale. Et là, on va rentrer dans les risques. Et les risques, c'est effectivement le changement total d'une structure de marché qui est celle du secteur financier. Puisque, évidemment, vous le comprenez que ça peut, à terme, faire disparaître la monnaie commerciale, la monnaie commerciale de banque, et du coup à ce moment-là ça peut poser des problèmes par rapport à la stabilité des banques, tout simplement, qui eux-mêmes on va dire reposent une bonne partie de leur lien repose tout simplement sur la possibilité de bénéficier de vos dépôts. Et ensuite, il pose des questions également. Je vous mettrai, si j'y pense, le lien de ce papier. Bon, il n'est pas très compliqué à trouver. Et ensuite, par rapport à la stabilité et la sécurité du système dans son ensemble. Alors là, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il était dit, mais globalement, ça serait riskless. Si jamais il y a une crise... Oui, voilà. Le problème que ça pourrait poser, c'est qu'à un moment donné, si jamais il y a une grosse crise, tout le monde pourrait se tourner vers la forme la plus sûre de monnaie, qui serait pour le coup, puisque la Banque centrale est prêteur en dernier ressort, les monnaies numériques de Banque centrale, et ça pourrait poser un problème de retrait des gens de leur argent, on va dire classique, pour passer dans cette monnaie numérique, puisque du coup, vous ne dépendez pas de la santé financière de votre banque, mais vous dépendez de la santé financière de votre pays, plus ou moins directement, ou du trésor de votre pays, ou de la confiance financière qu'il peut y avoir dans votre propre monnaie. Donc vous êtes sur la forme la plus pure de monnaie et la forme la plus pure de dollar, et ça pourrait poser des problèmes dans la structure financière également. Et ensuite, est-ce que ça aurait des influences sur la politique monétaire du pays ? Eh bien, sur les réserves, oui, bien évidemment. Et puis, ça aurait potentiellement également, par la demande internationale et ce genre de choses, une forme d'interaction également avec les bons du trésor du pays et ce genre de choses. Et bon, voilà, après tout ce qui est financial crimes, qu'on est habitué ici, et la cybersécurité, qui sont des vrais problèmes. Donc... intéressant ce papier, je trouve, parce qu'on peut comprendre d'une certaine manière un petit peu mieux pourquoi ces attaques dernièrement sur le BUSD, pourquoi ces attaques dernièrement sur Tether qui est extrêmement moqué en ce moment entre guillemets par les acteurs financiers, pourquoi ces attaques par la SEC sur Binance. Est-ce qu'il est possible ici que quelqu'un qui est canado-chinois, je crois que c'est le cas de CZ, il me semble, il me semble, et une firme qui est localisée en Estonie puisse émettre du dollar. Toutes ces choses-là, bien évidemment, sont extrêmement importantes. Une des grandes questions, c'est est-ce que Circle va être le grand gagnant de cette histoire, c'est-à-dire est-ce que finalement ça va être eux l'intermédiaire commercial, et vous savez que dans Circle il y a BlackRock, et que BlackRock est extrêmement proche des dirigeants de ce monde, Larry Fink, et de Davos, etc. et toutes ces choses-là. Donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils vont protéger les investissements de BlackRock dans ce domaine-là, ou alors est-ce qu'ils vont vouloir, plutôt que d'avoir un stablecoin entre guillemets privé, plutôt émettre eux directement cette monnaie-là. Pour le moment, on voit que la doctrine américaine, elle est plus ou moins en train de s'aligner sur un stablecoin privé type BlackRock. Donc
très bon pour Coinbase et Circle et BlackRock, un stablecoin privé, mais qui lui est adossé sur des bons du Trésor américain, c'est-à-dire pas de stablecoin algorithmique, surtout pas mais en tout cas, voilà, ça pose aussi des problèmes de effectivement privacy, si j'ai par exemple, si j'ai de l'USDC, est-ce que je vais devoir donner mon nom à un moment donné à tout ce qui est administration américaine, etc. Toutes ces choses-là. Moi-même étant français, est-ce qu'il va falloir que je dise et regardez, j'ai du dollar ici quelque part, regardez bien et combien j'en ai, etc. C'est des choses effectivement qui posent beaucoup de questions et dont certainement uniquement Larry Fink pour le moment a la question et ainsi que les grandes saumons. Ici, intéressant aussi, ça c'était sorti en février 2023, donc dernièrement. On a eu un rapport de la Fed et là je tiens parce que j'ai regardé une vidéo d'un très bon channel qui s'appelle Coin Bureau. On a eu un rapport vraiment bizarre de la Fed sur l'effet macro du Bitcoin, enfin l'effet de la macro plutôt sur Bitcoin. Et ce rapport, assez bizarrement, nous dit non mais Bitcoin semble totalement déconnecté de la macro générale. Et personnellement, moi, tradant Bitcoin tous les jours, etc., on voit les influences que a eu tous les CPI, donc il y a eu cette espèce qui est un modèle qui est très mathématique, qui est sorti, qui nous a dit non mais c'est découplé en fait, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de corrélation entre, on va dire, la volatilité sur Bitcoin et la volatilité par rapport aux news économiques, par rapport aux news autour de l'inflation et par rapport aux news autour des taux d'intérêt. Ce que dit ce rapport, c'est que plus ou moins, dans sa globalité, il y a un peu plus d'influence des taux d'intérêt sur ce que va faire effectivement Bitcoin, c'est-à-dire l'état de la liquidité. Est-ce que c'est facile effectivement de tout simplement avoir du crédit et ça effectivement ça influe sur la volatilité sur Bitcoin. À partir de là, ils nous sortent un modèle mathématique assez compliqué pour nous expliquer que tout simplement la principale relation elle est autour des taux d'intérêt. J'avais fait un petit papier là-dessus sur la data en fait ils nous disent que les statistiques, elles sont incroyables au sens où, effectivement, Bitcoin représente, depuis entre 2017 et 2022, un retour sur investissement de 270% par an, là où le S&P ne nous avait donné que 11% et où le gold est relativement resté flat, c'est-à-dire 0%. En termes de tout ce qui est le plus volatile, la plus grosse bougie 5 minutes, elle est de moins 31% en 5 minutes, et la plus grosse bougie en 5 minutes, elle est de plus 86%. Donc, et ça c'était sur 2017 à 2022. Dans la conclusion, finalement, ils nous disent que Bitcoin a un petit peu corrélé avec les marchés depuis l'arrivée des institutionnels, et en l'occurrence pour ce rapport de la Fed là, c'est plus ou moins l'apparition du CME en 2017 qui a donné cette arrivée des institutionnels. Moi, je vois une corrélation, et je la vois dans tout ce que je fais, et dans tout quand j'analyse la corrélation, je la vois plutôt au moment du Covid, où là, on avait fortement corrélé, et depuis, on n'a pas réellement décorrélé. Et la question que pose effectivement la Fed à ce stade, c'est de dire, est-ce que, étant donné que Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, et la Fed part de ce principe-là, c'est-à-dire qu'elle n'inclut pas dans son spectre la rareté numérique qui est programmée chez Bitcoin, mais pour moi, Bitcoin est plus ou moins un asset de rareté numérique programmée. Et d'une certaine manière, elle nous dit, est-ce que finalement c'est quelque chose qui va se découpler du marché? Et c'est plus ou moins l'analyse que nous donne la Fed ici à ce stade, c'est-à-dire que pour elle, Bitcoin est corrélé certes au taux d'intérêt, mais très peu au marché. Donc elle nous dit, est-ce que ça va pas plutôt se corréler avec le gold à terme? Mais Bitcoin n'ayant pas de valeur intrinsèque, elle réfute un petit peu cette théorie de ce côté-là. Donc intéressant, je trouve, de regarder comment la Fed voit déjà les monnaies numériques de banque centrale et voit également Bitcoin. Et vous voyez que ces rapports sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et puis, intéressant, pourquoi la Fed nous dit que Bitcoin n'est pas corrélé des marchés alors que ça paraît évident que Bitcoin en ce moment suit énormément
surtout les actions tech et surtout tout ce qui est voilà, plus ou moins autour du S&P et du Nasdaq. Donc assez bizarre aussi ce rapport-là. Voilà, j'ai pas vraiment de lecture du fait de pourquoi via leur modèle mathématique, etc. et toutes ces choses-là, ils nous disent que il n'y a pas vraiment ici de moment où le CPI par exemple ou le PPI ont agi sur Bitcoin, puisqu'on sait tous que c'est le cas. Maintenant, ils ont visiblement essayé d'enlever tout ce qui était endogène à la crypto, c'est-à-dire la chute de Luna, la chute de tout ça, ils l'ont mis un petit peu de côté. Et puis, ils ont plutôt gardé les moments 30 minutes à partir du moment où le CPI sort. Et en l'occurrence, le CPI en général il sort à 14h30 et effectivement Bitcoin va plutôt attendre l'ouverture boursière, c'est-à-dire 15h30 pour vraiment pricer ou non ce qui s'est passé au niveau d'un CPI. En général sur un CPI sur Bitcoin, ça va aller dans les deux sens, ça va liquider un petit peu dans les deux sens, etc. Et surtout, ça aussi c'est important, c'est que est-ce que dans leur modèle mathématique ils ont pris cette notion de volatilité ou juste est-ce qu'ils ont pris le prix 30 minutes avant, le prix 30 minutes après et où finalement assez souvent comme ça liquide un peu dans les deux sens sur les news avant la news et après ça prend une vraie direction à l'ouverture du marché, est-ce qu'ils n'ont pas complètement loupé ici leur modèle? Mais ça serait assez bizarre que, quel intérêt aurait la Fed à dire que Bitcoin est découplé des marchés? Peut-être une possibilité de dire c'est dangereux, étant donné que ça ne suit pas la macro, c'est quelque chose qui est peut-être plus dangereux. Enfin, c'est une question qu'on peut se poser, je trouve, et j'ai trouvé que le fait que ce rapport sorte et qu'il soit volontairement pipé, un peu, je trouve. Enfin, en tout cas, on connaît la data et on le suit tous les jours et on le voit que voilà, on a des périodes de décorrélation avec le S&P, mais on en a aussi qui sont extrêmement corrélées. Donc voilà, je trouve ça intéressant de se poser la question, pourquoi avoir pipé ce rapport? Pourquoi, à un moment donné, toutes ces choses-là sont... on nous dit que le CPI n'agit pas sur Bitcoin, etc. Et toutes ces choses-là, peut-être pour présenter un danger. C'est pas vraiment l'axe que montre ce rapport, ni dans sa conclusion, ni dans ces choses-là, etc. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant à ce stade de se poser ces questions-là. On va clôturer cette vidéo. Merci d'avoir suivi toute cette analyse. Encore une fois, voilà, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Désolé pour ceux que ça peut éventuellement pas forcément intéresser, etc. Pour moi, on reste haussier tant qu'on tient la trend 4 heures. Encore une fois, pour moi, on reste haussier dans l'ensemble parce que la structure nous dit qu'on reste haussier. Principale confirmation qu'on reste haussier, tout simplement la prise des 25 300 $. Dans tous les cas, tant qu'on ne perd pas les 23,5 ici, mais également les 21,3 ici, donc c'est les deux creux majeurs, aucune raison de passer baissier malheureusement. Bien entendu, il y aura du chahut sur la route et donc du coup il y aura des trades intraday à prendre à la fois dans un sens ou dans l'autre. Possibilité qu'on ait trouvé le top également, c'est pas du tout ici exclu, on peut faire un très gros double top entre ce point-là et ce point-là, et puis ensuite dévisser et passer sous la structure. Tout à fait possible, mais cependant, pour le moment, moi, ce que je regarde et la structure, ce que j'en vois, elle me dit plutôt que on est sur quelque chose qui potentiellement pourrait continuer à monter. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activez la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la question à la con, elle va être sur... elle va être sur vos relations avec le système bancaire, justement. Tiens, est-ce que vous êtes content de votre banque? Est-ce que vous trouvez que tout ça est super et bien fait et que finalement à chaque fois que vous aviez eu besoin de l'argent, votre banque vous en a prêté? Ou à l'inverse, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, etc. Voilà, ce genre de choses. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Passez une bonne journée, ciao.